Oui, on va revenir justement sur cette question du rapport entre instruction et éducation, précisément dans la communication que je vais vous présenter. Parce qu'il faut aussi ajouter que le terme d'instruction a effectivement un sens et un enjeu qui est pas totalement différent non plus, mais quand même qui a une spécificité au XVIIIe, mais aussi l'éducation, mais aussi le terme d'éducation. Parce que quand les auteurs du XVIIIe utilisent le terme d'éducation, surtout sous la période révolutionnaire, ce à quoi ils pensent, c'est l'éducation du citoyen. Et là, on comprend mieux les clivages qui peuvent s'opérer et le côté péjoratif que peut avoir le terme d'éducation, puisqu'il peut avoir des relents en fait tout à fait totalitaires. Voilà. Le choix étant effectué par certains étant de penser que l'instruction doit suffire comme base de ce qui va devenir une auto-éducation de l'individu. C'est le choix de Condorcet, par exemple. Mais bon, je ne vais pas faire la communication, on va la faire. Donc, voilà, donc le titre que je vous présente, donc, de la communication que je vous présente, la double figure du maître des Lumières, Condorcet et le Pelletier de Saint-Fargeau. Alors, bon, on l'a vu depuis le début du colloque, pour la réflexion sur l'éducation en général, sur l'école en particulier, le XVIIIe siècle apparaît vraiment comme un moment extrêmement précieux. Pas seulement pour des raisons historiques, c'est parce que c'est vrai que s'y posent les fondements de ce qui va devenir notre projet scolaire, depuis en gros la Troisième République, mais aussi pour des raisons proprement philosophiques, parce que s'y jouent et s'y nouent les coordonnées du débat scolaire, moderne et contemporain, le paramètre pédagogique, comment enseigner et quoi enseigner, le paramètre des fins, qu'on peut encore appeler éthique, pour quelles fins enseigne-t-on, et là l'instruction et l'éducation, vous comprenez bien, donc ça va être très important, et que veut-on des élèves à qui l'on enseigne? Et enfin, celui politique, quel type de société veut-on à travers le type d'enseignement que l'on dispense et le type de maître que l'on promeut. Voilà, donc, et comme nous le verrons, ces trois questions, et pas seulement la seconde, ces trois questions peuvent assez bien se ramener à l'alternative éducation ou instruction. Alors, à cet égard, la confrontation de deux textes, ceux de Condorcet, très connus, et de Le Pelletier de Saint-Fargeau, nettement moins connu, tous deux présentés aux représentations nationales sous la Révolution, le rapport et projet de décret de l'organisation générale de l'instruction publique pour Condorcet, et le plan d'éducation nationale pour Saint-Fargeau. Donc cette confrontation est particulièrement éclairante, voire quasi paradigmatique pour l'époque. Sous l'angle de la figure du maître qui s'y profile, ce sont ces trois fils pédagogiques, éthiques et politiques que l'on voit s'associer et se nouer de façon différente. Parce que ces deux projets se déploient en effet selon des logiques toutes différentes. Soit il s'agit de conformer les individus à des normes idéologiques qui sont celles de la République révolutionnaire, conçue comme communauté fusionnelle. Et on concevra l'école comme lieu de l'éducation. C'est la position de Saint-Fargeau. Soit il s'agit de développer en eux le pouvoir de jugement avec l'idée de faire reposer la République exclusivement sur les lumières du citoyen. Et on concevra l'école comme lieu de l'instruction. C'est là la position de Condorcet. Dans les deux cas, la figure du maître également change du tout au tout, comme si cette figure pouvait servir de gradient en quelque sorte, permettant de juger et de jauger non seulement des choix, non seulement politiques, mais beaucoup plus précisément des choix de république qui sont adoptés. Voilà, donc quatre moments, j'ai calculé pour 30 minutes. Donc d'abord, on rappelle le contexte, parce que c'est vraiment très important, le contexte philosophique, historique et politique de la question de l'école et de la question du maître au XVIIIe et sous la Révolution. Ensuite, la question de la figure du maître avant la Révolution, et on prendra donc avant la Révolution l'exemple de la Chalotais, un texte très important. En troisième lieu, on parlera du maître comme agent avec le Pelletier de Saint-Fargeau. Et enfin, en quatrième lieu, le mettre comme acteur, source et modèle avec Condorcet. Donc d'abord, rappel préalable, le contexte philosophique, historique et politique des deux projets. Alors, les circonstances, en effet, sont très très importantes de ces deux textes. Ces textes sont des projets. Les titres, d'ailleurs, changent avec la Révolution. Projet, rapport, plan, voilà les termes qui sont maintenant utilisés. Et ils sont présentés à l'Assemblée nationale pour Condorcet et à la Convention pour Saint-Fargeau. Alors, il y a un caractère tragique des circonstances, qui est, dans les deux cas, qu'il faut quand même indiquer. Saint-Fargeau, malgré son hostilité à la peine de mort, vote
La peine capitale pour Louis XVI, le 20 janvier 1793, il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup qui étaient hostiles à la peine de mort, dont l'un quand même majeur, qui s'appelle Robespierre. Hein. Il change d'argument. Donc le 20 janvier 1796, pourquoi j'ai fait non, enfin, non, 1793, et il va être assassiné le soir même, lui donnant donc le titre de premier martyr de la Révolution. Son projet sera présenté d'abord au comité d'instruction par son frère, il est mort, ça y est, hein, donc c'est son frère, puis à la Convention par Robespierre lui-même, le 13 juillet 1793. Le 13 juillet 1793, voilà 5 jours qu'il a décrété d'arrestation Condorcet. Parce qu'il était proche des Girondins, parce qu'il s'est opposé à son ascension, enfin on ne va pas trop entrer dans les détails, et qui donc lui avait présenté son texte, j'espère que ce n'est pas trop un broglio de date, hein, qui lui, donc Condorcet avait présenté son texte à l'Assemblée nationale les 20 et 21 avril 1792. Condorcet donc va s'abriter alors chez une amie, Madame Vernet, pendant 9 mois, hein, qui ne vont pas être chômés, puisqu'il va y rédiger son texte le plus célèbre, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, absolument sans note. Il n'y a pas que Diderot, sans blague. Hein. Puis, craignant pour sa protectrice, il s'enfuira de son refuge, sera arrêté 2 jours après et mourra dans des circonstances jamais vraiment élucidées à la prison de Bourg-la-Reine, qui s'appelait alors Bourg-Égalité, le 29 mars 1794. Alors, pour élargir maintenant le contexte historique, on sait que la Révolution a été très fertile en projets éducatifs. Quand on voit le défilé des projets qui sont soumis aux instances diverses, et que le comité pour l'éducation était le plus actif, enfin l'un des 2 plus actifs sous la Révolution. Donc l'enjeu politique de l'éducation est perçu dans tout son caractère décisif, en effet, sous la Révolution. Quelle éducation convient à la République naissante et pouvant donc non seulement l'installer, mais la faire durer, la projeter dans l'avenir, etc. En plus, il s'y ajoute, évidemment, il ne faut jamais l'oublier, le combat contre l'Église, dont l'éducation était précisément la place forte. La question de l'éducation est une composante essentielle de la question religieuse au XVIIIe siècle. Alors, le débat sur l'éducation, bien sûr, n'a pas attendu la Révolution. Il se développe particulièrement, même s'il est antérieur, particulièrement tout le long du XVIIIe siècle, qui y croise son rationalisme, sa lutte contre les préjugés et l'obscurantisme, sa découverte de l'enfance, son épistémologie empiriste, sa foi en la perfectibilité indéfinie de l'homme, vraiment là, Rousseau est très important, son affirmation des droits, dont celui à l'éducation, un droit à l'éducation, c'est le XVIIIe qui fait apparaître ça, et donc un devoir d'éducation de l'État. Ça, c'est tout à fait nouveau. Sa lutte, enfin, donc évidemment, je viens de le rappeler, sa lutte contre les églises, et sa compréhension nouvelle du lien entre politique et éducation. Donc, c'est déjà bien avant, donc, enfin, ça a gonflé tout le long du XVIIIe, mais il y a un changement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans la réflexion sur l'éducation, parce qu'elle ne se réduit plus à des traités pédagogiques, dans une tradition antique, renouvelée depuis la Renaissance, jusqu'à Fénelon et Rollin, et qui avait pris un tour polémique avec la querelle des anciens et des modernes, au tournant du XVIIe et du XVIIIe. Mais maintenant, dans la seconde moitié du XVIIIe, cette réflexion s'étend désormais à des projets plus larges et collectifs, prend l'aspect de propositions publiques sur l'école, largement inspiré donc bien sûr par le combat contre l'Église et aussi le vide laissé par l'expulsion des Jésuites en 1764, et donc celui de tous les collèges qu'ils dirigeaient, ils étaient bien nombreux. Et donc, voilà. Donc ça devient un lieu de proposition publique, la réflexion sur l'éducation. Il ne s'agit pas seulement de l'éducation, il s'agit bien de l'école. C'est ainsi que la Chalotais, en 1763, publie son plan d'études pour la jeunesse, dans l'ambition de soustraire très clairement l'éducation au pouvoir religieux, enfin. Et cet ouvrage phare de l'époque s'insère dans un courant très puissant. Il n'y a pas moins de 160 livres qui sont publiés entre 1760 et 1790 sur la question de l'éducation. L'enjeu, donc, est devenu tout à fait différent. Il dépasse de loin le territoire de la seule pédagogie. Il est d'ordre maintenant clairement institutionnel et politique. Il s'agit d'envisager des réformes, même davantage, un système public d'éducation. L'école est devenue une question politique, une véritable affaire d'État, et les textes ne sont plus de simples considérations, ils s'adressent de plus en plus nettement, explicitement à la puissance publique. Nombre de ces projets, en effet, ce n'est pas anodin, sont proclamés devant des assemblées.
On l'a dit pour, bien sûr, sur la Révolution pour Saint-Fargeau et Condorcet, mais pour la Chalotais, c'est devant le Parlement de Bretagne qu'il lit d'abord son texte. Il en était procureur, il faut dire. Et qu'il l'adresse au roi, par-delà donc le Parlement. Alors cependant, la différence introduite par les projets de Saint-Fargeau et Condorcet, avec tout ce courant de la seconde moitié du siècle, est néanmoins majeure. Il y a une rupture, et cette rupture tient à la question décisive du peuple. La Chalotais, par exemple, est nullement favorable à l'accès universel et prolongé du peuple à l'école. L'idée que l'obéissance du peuple tient largement à son ignorance et à sa soumission aux dogmes religieux est très largement partagée. Et pas seulement par des obscurantistes, même parmi les milieux éclairés. Même si on lutte par ailleurs contre l'Église. Il suffit de se souvenir de Voltaire qui va à la messe à Ferney, dans son domaine de Ferney, même s'il écrit constamment qu'il faut écraser l'infâme, c'est l'Église catholique, à la messe, parce que ces paysans doivent le voir à la messe, parce qu'autrement ils ne le respecteraient pas, parce qu'autrement ils n'auraient pas évidemment donc, ce soutien du religieux donc, à l'ordre social que Voltaire veut maintenir, bien entendu, même s'il y a quelques réformes qu'il faut évidemment faire, ça c'est sûr. Donc cette position que l'école doit en fait donc ne pas accueillir le peuple, c'est un choix qui tient à un mélange, pas toujours cohérent d'ailleurs, de mépris, le peuple ne peut pas recevoir une éducation, et de crainte, le peuple ne doit pas recevoir une éducation, entre anthropologie pessimiste, la peinture aristocratique d'une part, et cynisme politique réaliste de l'autre. Quoi qu'il en soit, la conclusion est la même, qu'elle ne soit pas possible, qu'elle ne soit pas souhaitable, l'éducation n'a pas à devenir universelle. À l'heure de la Révolution, vous l'avez compris, c'est tout à fait différent. La Révolution de la République de 1792, ce qui se passe, donc, c'est qu'il s'agit toujours, la question seulement est le comment, mais non pas le pourquoi, que le peuple accède à l'école, universellement. Donc voilà l'idée de base qui réunit les deux projets de Condorcet et de Saint-Fargeau, et qui a un caractère indiscutablement révolutionnaire. Comment éduquer le peuple ? La question du pourquoi, encore une fois, faisant implicitement consensus. Dès lors, la question du maître devient absolument centrale. La figure du maître, on va en subir une mutation majeure. Il ne s'agit plus du précepteur des siècles antérieurs, même élargi à une classe. Même quantitativement, donc, élargi. Non, il s'agit d'une figure nouvelle, qui est expressive, cette fois, d'un État. État qui soutient cette nouvelle école publique, qui entend faire entrer le peuple entier à l'école, avec donc ce qu'on peut appeler un choix de société. Donc le tournant est majeur par rapport à la période pré-révolutionnaire. La question du maître acquiert un relief politique inédit. Il devient comme le gardien de la République, qu'il a pour charge de transmettre aux nouvelles générations. On pourrait dire, sans jouer trop sur les mots, que le maître devient alors non seulement une figure, mais une figure de proue de l'État qui s'engage à travers lui vis-à-vis de ses citoyens et de la société tout entière. Alors, pour montrer la portée de cette rupture, on va revenir un petit peu en arrière, cette rupture introduite par la Révolution, donc, par cette libération de la parole institutionnelle sur l'école. On va revenir un peu en arrière et on va reprendre donc l'exemple de la Chalotais. Donc, en deuxième partie, la question de la figure du maître avant la Révolution, l'exemple de la Chalotais, là, plus loin, Chalotais, C-H-A-L-O-T-A-I-S, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas. Voilà, alors, on ne peut pas dire que la Chalotais n'aborde pas la question du maître, au contraire, constamment, elle y revient. Mais c'est pour l'évacuer de façon désarmante, c'est par ça que je vais commencer. Et cette évacuation de la figure du maître est un véritable leitmotiv de l'ouvrage. Alors c'est dommage parce qu'on manque de temps, parce qu'autrement je vous aurais vraiment volontiers lu des passages extrêmement croustillants, enfin dans le sens, rien de graveleux, donc vraiment étonnant sur la figure du maître. Et bon, chez Chalotais, c'est assez remarquable. Mais bon, on n'a pas le temps, enfin c'est peut-être à moins qu'on ait le temps après, bon. Mais autrement, donc, je ne pense pas. Donc, j'en ai retenu simplement un petit passage, mais qui est quand même très significatif. Dommage, parce qu'il n'y a pas toutes les images, mais bon, pas toute la couleur du texte, mais
Voilà un petit passage significatif de son ouvrage. Pour former une éducation, il faut des maîtres ou des livres. Et il faut apparemment l'un et l'autre. On propose de former des maîtres. C'est un ouvrage de longue haleine qui ne dispenserait pas d'avoir des livres, tout fait. Je demande des livres aisés à faire qui dispenseraient peut-être d'avoir des maîtres. Étonnant, une démarche redoutable dans une apparence de logique qui est de glissement en glissement, en partant pourtant de l'exigence d'avoir ensemble, et apparemment seulement ensemble, des livres et des maîtres, ce qui vient par des ruses tout à fait sophistiques, donc à mettre le livre en tête du rapport, parce que, bon, il faudra toujours des livres, hein, de toute façon, hein, même qu'il y ait des maîtres ou pas. Et comme les livres sont plus rapides à faire que les maîtres qu'il faut former, c'est long, enfin, et là c'est vraiment les pages que je n'ai pas le temps de vous lire. Est-ce qu'ils vont être célibataires? Est-ce qu'ils vont être mariés? Est-ce qu'ils vont être prêtres? Est-ce qu'ils ne vont pas être prêtres? Etc. Et là les choix sont indéfinis, ils nous font perdre du temps, etc. Parfois on n'aura jamais de maître, quoi. Voilà. Tandis que les livres c'est simple, il suffit d'un seul, et voilà, et il fait les livres pour toute la nation. Voilà. Donc on en vient à suggérer ainsi, alors qu'on était parti de la nécessité d'avoir les deux ensemble, des maîtres et des livres, qu'au final, eh bien, on peut avoir des livres sans maître. Presque sans maître. Des livres qui disent, voilà, page, temps, je t'ouvre la page. Voilà. Des maîtres qui ne seraient que des servants des livres. Hein, des maîtres qui feraient, on peut bien le dire, fort pâle figure à côté de leurs livres. Voilà, on sent bien sur ces passages que la figure du maître peut être perçue comme dangereuse, bien sûr, et que l'on peut préférer le livre, on connaît le contenu, qu'on en a rédigé tout exprès, à l'exercice libre d'une parole qui, par nature, n'est jamais autant contrôlable. On voit bien aussi que la question de l'école dans les Chalotais donc, est pleinement consciente. Comme on l'a dit tout à l'heure, n'engage pas à ses yeux la question du maître, pourtant. Ou que cette question du maître en est en quelque sorte, de cette question de l'école, en quelque sorte le refoulé, l'élément humain et individuel, difficilement contrôlable, qu'il est préférable d'évacuer si l'on veut une école qui fonctionne bien. Une école idéale, finalement, devrait être sans maître. Hein, la perspective actuelle d'une école en ligne, hein, d'une école numérique, n'en est peut-être pas très éloignée non plus. Alors pour en revenir au XVIIIe siècle, hein, et à cette évacuation pré-révolutionnaire de la question du maître, il semble donc qu'il faille attendre que l'école devienne républicaine pour que la question du maître s'exprime enfin avec une pleine acuité. C'est que le maître devient alors dépositaire de la République, que le sort de celle-ci, passant entre ses mains à travers l'école, il devient une question absolument centrale. C'est dans la spirale giratoire de la Révolution que par une sorte de mouvement centripète, la figure du maître va se dramatiser et se mettre au centre de la question politique de l'école. Que cette figure va même passer de la dramatisation révolutionnaire et républicaine à la dramaturgie, en représentant de façon théâtrale la République au sein de l'école, à travers le maître, qui va prendre le costume d'un rôle qu'il va jouer pleinement, seulement un siècle plus tard, avec les hussards noirs, comme les appelait Péguy de la Troisième République, les instituteurs porte-voix de la République, jusque dans les campagnes les plus reculées. Donc on vérifie bien la différence inaugurale des projets de Saint-Fargeau et Condorcet, qui s'inscrivent tous deux dans un nouvel horizon, celui de la République révolutionnaire, et la différence, donc, en général, de tous ces projets produits pendant cette période révolutionnaire. Mais pourtant, même ainsi réunis, sous un même horizon révolutionnaire, ces deux projets n'en demeurent pas moins tout à fait différents entre eux et même radicalement opposés. Et c'est encore dans la figure du maître que cette différence trouve une sorte de point de fixation, comme si cette... et même touche à l'incompatibilité. Hein, voilà. Voilà, bref. On va voir que cette question du... Et on va voir donc que ce n'est pas parce que cette question du maître devient centrale que pour autant la figure du maître en bénéficie automatiquement. Cela peut même être tout à fait le contraire. La raison de cette différence, c'est dans la conception de la République qui est choisie et à la confiance que cette République investit dans l'individualité. Donc d'abord celle précisément du maître. Individu décisif, car pièce de la transmission, pièce centrale de la transmission, donc de la survie de la République.
que la République doit passer tout entière par le maître. Génération après génération peut en effet être acceptée de deux façons tout à fait opposées. Soit par un geste de confiance qui peut exalter cette figure, soit au contraire être perçu comme une menace dont il faut se prémunir par tout un système de défiance qui écrase et absorbe autant que possible cette figure. Voilà la racine de la divergence entre les projets de Saint-Fargeau et de Condorcet que nous allons maintenant développer. Donc d'abord, Saint-Fargeau, troisième partie, donc le maître comme agent, le pelletier de Saint-Fargeau. Alors on va donner tout de suite la couleur, je pense que vous l'aurez compris. On ne trouve pas de figure véritable du maître chez Saint-Fargeau, mais des maîtres en quelque sorte sans figure. Il se trouve en effet que ces maîtres sont constamment encadrés par le pouvoir des pères de famille, qui sont les véritables directeurs des écoles, et qu'ils se réduisent finalement au fond à des sortes d'agents idéologiques. Des maîtres donc sous tutelle idéologique, matérielle et familiale. Des maîtres infantilisés, formatant des enfants pour en faire des citoyens sans épaisseur individuelle. Des maîtres modélisés et modélisateurs, et non des modèles, et non des agents actifs, non des sujets actifs, pardon. Voilà, nous sommes donc pleinement dans une logique de l'hétéronomie et du conditionnement. Alors, détaillons. D'abord, la conception donc, que Saint-Fargeau essaie de défendre, cette conception donc, de la République et de la nation, donc, qui a un caractère fusionnel, et donc qui entend déterminer totalement les individus dès leur plus jeune âge pour en faire des citoyens inconditionnellement et aveuglément attachés à leur patrie, aux valeurs fondatrices de la République et à la communauté comme telle. Donc dans cette optique de communauté républicaine, tout ce qui s'oppose à cette unité fusionnelle du collectif est un obstacle qu'il faut le plus possible réduire, voire supprimer. Or, deux entités semblent particulièrement redoutables, la famille et l'individu. Alors pour cela, comme chez Platon, l'enfant sera retiré à sa famille, dès que le temps naturel de la dépendance à la mère aura trouvé son terme, c'est-à-dire vers 5 ans. Encore Saint-Fargeau regrette-t-il ce temps perdu? Il le dit. C'est vraiment une concession faite à la nature, mais qui est bien regrettable, parce que cela peut déjà instiller des angles, des biais par lesquels il va y avoir peut-être après une divergence avec le modèle idéal du citoyen. Ce temps qui est volé à la République, dit-il. Mais bon. Voilà, parce que tant il est vrai, selon Saint-Fargeau, et je le cite, que les enfants sont enfants de la République avant de l'être de leurs parents. Donc voilà un modèle qui semble bien platonicien. Il ne l'est pas en fait. Il y a des analogies, mais il ne l'est pas. C'est un modèle beaucoup plus spartiate. Les enfants de 5 à 11 ans donc, seront donc élevés collectivement au sein des écoles. Et donc le modèle est bien plus spartiate, malgré ces analogies, que platonicien. Il n'y a pas du tout le circuit long de l'éducation, comme chez Platon. Et dans les écoles de Saint-Fargeau, il ne sera pas nécessaire d'apprendre grand-chose. L'important, en effet, pour lui, n'est pas l'instruction, mais l'éducation. Il le dit. Ce n'est pas la connaissance, c'est l'idéologie, ce n'est pas former l'esprit, c'est former l'âme pour l'assujettir intimement en imprimant en elle le moule interne de la nation. Aussi faut-il occuper les mains, autant et même plus que les têtes, l'essentiel étant l'action, voire le dressage des corps. Les élèves passeront peu de temps sur les bancs et seront employés pour entretenir les routes, par exemple, et d'autres travaux publics. Ils serviront d'assistants de vie aux vieillards, qui seront logés au sein même des écoles, si c'est possible, etc., etc., etc. Les maîtres, donc, seront, pour leurs élèves, bien plus des cadres que des instituteurs. Ils les ramèneront sans cesse aux formes qu'ils doivent intégrer, plutôt qu'ils ne les emmèneront et ils ne les ouvriront vers les horizons de la connaissance, de la culture et de l'art. Et cela d'autant plus qu'ils seront eux-mêmes étroitement encadrés par un comité de pères de famille citoyens du canton qui aura tout pouvoir sur l'école et en représentera la véritable direction. Loin d'être lointaine ou simplement administrative, cette surveillance des pères sera une présence quotidienne. Chaque père de famille, en effet, tour à tour occupant l'école,
tout le long de l'année. Un père de famille, une semaine. Veillant à la conduite des maîtres, à leurs mœurs, etc., et à la bonne marche de l'établissement. Alors, bien sûr, on pourrait remarquer que donc les parents reviennent finalement auprès de leurs enfants alors qu'ils en avaient été initialement écartés. Oui, bien sûr, mais il ne faut évidemment pas se leurrer. Ce retour s'effectue sur un mode qui n'est pas du tout celui intime de la famille, mais qui est celui public de la tutelle citoyenne que ces pères de famille exerceront, qui sont avant tout des citoyens, exerceront indifféremment sur l'ensemble de la communauté des élèves et des maîtres. Donc, on le voit, l'individualité de tel maître chez Saint-Fargeau est pour le moins évanouissante. C'est une figure en creux, sans relief, sans voix propre, sans liberté, sans vie, un agent de cadrage dans un système où il est lui-même cadré par les pères de famille citoyens. Certes, le maître chez Saint-Fargeau est décisif, puisque c'est le point, voire la pointe de pression à travers laquelle toute une société pèse sur l'enfant. Mais cette pointe elle-même, dépourvue de toute personnalité, n'est que fonctionnelle. C'est une vision très holiste ou holistique donc, que développe Saint-Fargeau, où le modèle idéal du citoyen absorbe entièrement l'individualité et se reflète bien mieux dans la figure du père de famille, le maître, que dans celle du maître. Tout autant et même davantage déterminé que déterminant. Donc le maître, il est écrasé également par cette pesée globale du système dont il n'est guère qu'une courroie anonyme de transmission. Alors, maintenant, la figure du maître chez Condorcet, quatrième et dernière partie, la figure du maître chez Condorcet comme source, acteur, modèle et individualité. Alors chez Condorcet, bien sûr, vous l'avez bien compris, donc il en va tout autrement. Au contraire de la conception de Saint-Fargeau, c'est le maître qui est au sein de l'école est la vraie figure et qui est éminemment un modèle. Il est d'abord hautement compétent. C'est au fond un savant dont l'autorité est fondée sur l'autorité de la connaissance et de la science. Ce qui n'est pas étonnant de la part de Condorcet. Et il est pleinement autonome dans son recrutement et dans son exercice. L'instruction nationale, en effet, et donc, bien sûr, Condorcet dit l'instruction nationale, et non pas l'éducation nationale. L'instruction nationale est en effet chapeautée par une société savante, nationale, qui désigne les professeurs, lesquels se cooptent ensuite entre eux, selon un strict enchaînement des niveaux scolaires, du niveau universitaire jusqu'au niveau primaire. Au niveau duquel, niveau primaire, cependant, un dernier pouvoir de choix est également laissé au père de famille. On sélectionne les maîtres et on laisse le dernier choix quand même au père de famille. Concession de la part de Condorcet. Donc le maître est bien le fondement du système, mais seulement au niveau primaire. Le maître donc est bien le fondement du système. Il apparaît vraiment comme une figure, et plus précisément donc comme tout à la fois source, acteur, modèle et enfin pleinement individualité. Source d'abord, il est de haut niveau scientifique et donc il est la source présente, locale du savoir. Il est l'instituteur. Condorcet attache énormément de prix à ce terme qu'il n'a pas inventé, le terme d'instituteur appliqué au maître d'école. Il existait déjà, mais il voulait dire fondateur. Le terme d'instituteur, donc appliqué au maître d'école, on le trouve déjà par exemple chez La Chalotais. Mais il est fixé, valorisé et institué, on pourrait dire, donc, par Condorcet. Et ça sera repris, bien sûr. Il est instituteur, c'est-à-dire qu'il institue les éléments fondamentaux du savoir au niveau de l'école, précisément appelé élémentaire. Et il consolide et approfondit ensuite donc, ce savoir au niveau des instituts et des lycées. Alors attention, parce que vous savez bien que ces termes ont une signification qui a varié historiquement. Donc les lycées, en fait, ce sont l'équivalent de nos universités, dans le langage de Condorcet. Et les instituts, c'est l'équivalent des lycées actuels. Alors, voilà, donc il est de haut niveau scientifique, son autorité donc est puisée à celle du savoir scientifique, et son rayonnement s'étend bien au-delà de l'école, par des conférences publiques qu'il dispense aux adultes à intervalles réguliers. Et ça à tous les niveaux. Tous les maîtres, tous les niveaux jusqu'au niveau universitaire, doivent des conférences publiques régulièrement. Il est prévu une fois par mois souvent. Donc 12 par l'année. Ensuite, donc, source. Ensuite, acteur. En effet, il est pleinement responsable de ses classes et de sa pédagogie. La liberté pédagogique apparaissant non comme ajoutée, mais comme constitutive de son métier. Puisque c'est une individualité vivante, on va y revenir. Donc c'est pourquoi, d'ailleurs, Condorcet prévoit le maintien d'une école privée en parallèle à l'école publique.
pour pouvoir assurer une concurrence qu'il estime saine entre les deux systèmes, qu'il juge stimulante pour l'école et pour les maîtres de la République. Ensuite, modèle. Le maître jouit en effet donc d'un très fort prestige, il exerce une puissante attractivité. Et la vocation de maître s'inscrit même dans le cursus de l'élève, à des niveaux différents. Au niveau donc de l'école secondaire, eh bien, on peut donc devenir ensuite maître dans le primaire. Ensuite, au niveau des instituts, on peut devenir maître dans le secondaire, etc., etc., etc. Donc, voilà, c'est un modèle. Et enfin, individualité. C'est que chez Condorcet, c'est une toute autre conception de la République qui règle cette conception de l'école et du maître. Non plus une conception communautaire, comme chez Saint-Fargeau, mais une conception individuelle. Dans sa perspective, donc au contraire de chez Saint-Fargeau, l'ensemble du système doit reposer tout entier sur le jugement de l'individu, sur sa capacité d'autonomie, rien n'étant posé a priori devant lui, s'il est élève, ou par lui, s'il est maître, comme hors de réflexion critique. Pas même les fondements du système social. Le maître ne doit rien présenter à ses élèves comme sacré et indiscutable. C'est différent de l'école de Jules Ferry. Bien sûr, ça en inspirera, mais c'est différent. Il n'y a pas ce dogmatisme donc doctrinal, absolument pas. Donc, par un geste étonnant de confiance en la raison et en les lumières de chacun, Condorcet remet ainsi tout entier le système social dans les mains de l'individu et de son jugement. On comprend qu'il aura des ennuis. Donc, dans celle du maître, dans les mains du maître, qui est censé non seulement éclairer cet individu dès son enfance, mais lui transmettre les lumières du jugement lui-même. Voilà, point commun avec Rousseau, c'est clair. Instruction, mais instruction qui vise donc à éclairer le jugement, donc un brin bien sûr, et donc souci éducatif bien sûr aussi, mais sans empiéter sur l'autonomie. C'est une éducation qui doit être auto-éducation. Donc toute la société de Condorcet repose donc non seulement sur l'école, comme avec Saint-Fargeau, mais bien à travers elle sur le maître, comme individu modèle, mais modèle d'individualité, comme acteur vivant et individualisé de la transmission des Lumières. Bachelard, vous vous en souvenez sans doute, dans la formation de l'esprit scientifique, proposait dans une formule saisissante de renverser le rapport usuel entre l'école et la société. Il affirmait qu'il faudrait que l'école non pas soit pour la société, comme on le fait en général, et ce qu'on trouve aussi chez Saint-Fargeau, mais que la société soit pour l'école. Alors pour pousser un peu plus loin encore cette formule de Bachelard, il faudrait dire que dans la conception de Condorcet, la société doit être non seulement pour l'école, mais par l'école, d'une part, puisque donc, toute la société est suspendue à l'école, chez Condorcet, mais bien aussi que la société doit être pour le maître. L'école de Condorcet, en effet, apparaît en quelque sorte comme une école cartésienne. On parlait de Socrate tout à l'heure. Il faudrait bien quand même placer un jour Descartes. Donc une école cartésienne qui se fonderait sur le cogito du maître, traitant chaque élève comme un acteur de réflexion personnelle, en proposant sur lui-même le premier modèle. Condorcet propose ainsi non pas seulement une école des maîtres, mais bien une société des maîtres, où ces derniers assurent initialement et en permanence le lien entre la science des savants et la conscience des individus, où ils rationalisent et émancipent chaque génération, et même constamment toute la société, par le biais des conférences publiques très régulières, donc données aux adultes. Société qui ainsi passe et repasse sans cesse par le filtre d'une école libératrice. Le modèle du maître donc n'est ici aucunement aliénant. On reparlera, je suis content que Pascal soit là, soit revenu, un petit peu de l'admiration à nouveau. Puisque, on pourra peut-être vérifier au passage que l'admiration n'est peut-être pas forcément évidente et que modèle et liberté ne sont pas forcément antinomiques, puisque la liberté peut être déclenchée ou en tout cas intensifiée par l'admiration de la liberté incarnée dans un individu. Donc le maître, chez Condorcet, fournit un modèle de liberté en exercice, et c'est plutôt l'absence de modèle chez Saint-Fargeau, son effacement dans la ligne d'un horizon tout à fait horizontal, qui peut sembler peut-être aliénant.
Avec le maître de Condorcet, la République a un visage. Elle parle à l'enfant dans un face-à-face éclairant et singulier. Elle est incarnée, tout le système social passe par ce modèle. Cette figure du maître n'est pas impersonnelle, donc elle est nécessairement individualisée, elle est soutenue par un fondement de liberté. C'est là la source d'un attachement, qui n'est donc pas celui commun à la République, mais qui est bien celui d'un rapport entre les personnes. Alors cependant, Condorcet s'en méfie, et ce rapport affectif ne devra jamais être au premier plan, car l'école de Condorcet est une école du respect de l'élève qui se refuse par conséquent aux manipulations émotionnelles, aux moyens de l'emprise affective, mais qui conserve toujours une distance. Le rapport affectif sera existant, bien sûr, mais il sera toujours second. Il s'agit de traiter l'enfant en futur adulte et citoyen, de respecter en lui d'emblée l'être de raison qu'il devient. Donc l'école de Condorcet est rationaliste, elle est individualiste, elle est autonomisante et émancipatrice. Elle affranchit bien sûr des croyances, des préjugés, des conditionnements socio-idéologiques également. Elle est certes élitiste, mais au sens d'un élitisme républicain, bien entendu. Il faut pousser le plus loin les individus selon leurs capacités. Mais elle vise en même temps une égalité dans l'indépendance, puisqu'elle vise non seulement à pousser chacun au bout de ses capacités, mais en s'attachant tout d'abord à l'instruire, c'est-à-dire étymologiquement non seulement munir, fournir, mais également armer, qui fait partie des sens du mot en latin, armer chaque individu, de telle manière à lui assurer une autonomie qui le préserve de toute aliénation envers d'autres, qui, parce qu'il saurait ce qu'il ignore, le rendrait absolument dépendant d'eux dans les actes majeurs de la vie. Nous avons donc bien deux écoles des Lumières, et par là, deux figures de maître. C'est la conclusion, mais qui fait quand même une page. Centré sur un modèle idéal et extérieur à l'école, celui des citoyens pères de famille, qui éclipse le maître. L'école chez Saint-Fargeau est une école de la vertu. Celle de Condorcet, donc l'école de Condorcet, en revanche, centrée sur le maître et sa liberté en acte, est une école du jugement. La première, celle de Saint-Fargeau, vise l'éducation totale. Elle s'attache à conformer psychologiquement, physiquement et idéologiquement l'enfant dès le plus jeune âge pour le structurer de l'intérieur comme citoyen. La seconde, celle de Condorcet, reste toujours à l'extérieur, visant seulement mais complètement l'instruction, c'est-à-dire munissant l'élève de tous les éléments nécessaires pour un autodéveloppement réflexif, l'amenant à être citoyen par sa propre compréhension et non par un conditionnement, respectant donc la personne et sa liberté en chaque enfant. Opérateur de l'instruction, le maître sera à la fois un savant, un individu responsable de lui-même, un stimulateur exigeant, dans un triple rapport constitutif au savoir, rapport scientifique, rapport ensuite à lui-même, c'est un rapport éthique de liberté, de responsabilité et d'autonomie, et enfin, rapport aux autres dans un rapport pédagogique d'instruction. Donc le maître chez Condorcet, vous le voyez, décidément fait figure. Mais l'autorité d'une telle figure, même si elle respecte toujours la distance, même si sa visée ultime est libératrice, ne peut donc être qu'extrêmement puissante et exercer une attractivité poussant à l'intériorisation d'un tel modèle. Bien sûr, cette figure n'attache que pour détacher. Elle n'engage l'élève que pour progressivement le rendre à lui-même, instruit, muni de tout ce qui le rend apte à l'autonomie du jugement. Mais un tel attachement peut-il se convertir si facilement en détachement? Au terme d'un tel mouvement d'aller-retour, le maître peut-il rester parfaitement extérieur? Et cette ambiguïté n'est-elle pas finalement le chemin nécessaire de l'émancipation en même temps? Peut-on trouver la force de se détacher si notre énergie n'a pas été éveillée et renforcée par celle d'un modèle auquel nous avons adhéré, au point de nous identifier au moins partiellement? Voilà. Nous en revenons ainsi à la question de l'admiration. Bien sûr, l'admiration peut souvent être aliénante, mais ne devons-nous pas aussi admirer, c'est-à-dire étymologiquement regarder, sortir de soi vers une singularité qui fait à nos yeux valeur, qui nous arrête, qui fait rupture? Ça, c'est le sens de l'admiration chez Descartes, qui est la première des émotions, pour éveiller le désir, et non pas forcément l'interdire, pour imaginer qu'est possible ce à quoi nous ne songions même pas, et que nous avons pourtant devant nous maintenant, incarné dans une figure vivante. La verticalité d'un modèle n'est peut-être pas forcément écrasante, l'horizontalité l'est souvent tout autant, mais elle peut être principe d'inspiration et d'aspiration, tout dépendant, bien sûr, de ce modèle. Voilà, j'ai fini. Merci.
Merci.